Merci de votre fidélité à cette émission. Je souhaite la bienvenue pour ce nouveau numéro. Le Sénégal a été en proie la semaine passée à ses pires violences depuis des années après la condamnation d'Ousmane Sonko, opposant farouche au président Macky Sall et candidat à la présidentielle de 2024 à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. Il y a eu au moins 16 morts. Ce verdict rend à l'état actuel l'opposant Ousmane Sonko inéligible au scrutin présidentiel à venir. Comment sortir alors le Sénégal de cette crise politique qui remet en cause la démocratie connue au pays de Senghor? 3 intellectuels sénégalais de renom ont imputé les récents excès de violence au Sénégal à la dérive autoritaire du président Macky Sall et au projet qui lui prête de briguer un troisième mandat en 2024. Quelles analyses en font de leur côté les intellectuels africains, également les analystes politiques? Justement, j'ai le plaisir ce mardi dans cette émission de recevoir le journaliste et analyste politique connu pour sa pertinence dans les débats. Lucas Baki, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Après les troubles la semaine dernière, les Sénégalais reprennent leurs activités choqués et inquiets. D'après vos analyses, y a-t-il vraiment de quoi craindre un nouvel embrasement dans un contexte politique incertain au Sénégal? Le moins que l'on puisse dire, c'est que le contexte politique et même social sénégalais s'est fortement dégradé ces dernières années. Et tout cela, c'est l'œuvre, comme le disent les intellectuels sénégalais déjà, c'est l'œuvre de Macky Sall. Je pense qu'il y a des raisons de craindre effectivement un embrasement et un chaos total au Sénégal si jamais Macky Sall venait à rester dans la même logique qui consiste à briser toute la dynamique de l'opposition et tout candidat qui aurait la velléité de vouloir briguer une magistrature suprême au Sénégal est en même temps dans le collimateur du président Macky Sall. C'est d'autant plus pitoyable, plus lamentable que c'est Macky Sall qui, de par le passé, a subi pratiquement les mêmes travers sous Abdoulaye Wade, qui a eu à tenir certains discours assez flamboyants, assez accrocheurs, qui montraient qu'il était quand même un intellectuel engagé, un homme politique pétri de talent. C'est lui qui aujourd'hui bascule dans cette dérive autoritaire remarquable et qui risque de plonger malheureusement le Sénégal dans une situation quasi irrécupérable. C'est dire tout simplement que la situation, la tension, elle est réelle. Et heureusement que la jeunesse sénégalaise n'est pas une jeunesse abrutie qui se laisse faire aussi facilement. Le Sénégal est un pays où le point de vue est très développé, où l'opinion est très développée, où les gens expriment des convictions. Et dans ces conditions-là, normalement, Macky Sall est la personne la mieux avertie, qui connaît le mieux l'état d'esprit et la mentalité du peuple sénégalais, et il sait qu'on n'abuse pas de la volonté, de la disponibilité, de la vision de ce peuple-là. Cette aspiration est tellement forte que s'il ne rebousse pas chemin, s'il ne renonce pas à ses aspirations personnelles, en lieu et place des aspirations qui profitent à l'ensemble du peuple sénégalais, je crois qu'il risque de se mordre le nez. Alors, Lucas Baki, on va retourner un peu au tout début. Comment en est-on arrivé au Sénégal à ce bras de fer entre deux hommes au point de mettre à l'arrêt tout un pays? La question est pertinente, d'autant plus que le Sénégal était quand même une exception dans une sous-région où la démocratie était en très bonne voie, en construction remarquable, parce qu'il y a eu des alternances, il y a un apaisement, il n'y a jamais eu coup d'État au Sénégal. Et donc, c'est un pays qui servait de modèle sur le plan de la culture démocratique. Simplement parce que des intellectuels qui ont eu à diriger ce pays ont compris à un moment donné qu'il faut se détacher des attributs du pouvoir pour s'inscrire dans cette dynamique de leader visant le meilleur devenir de ce peuple-là. On en est arrivé là justement parce que Macky Sall, qui avait donc une flamboyance d'idées au départ, est tombé dans ce piège de la gloire du pouvoir, de la jouissance du pouvoir. Vous voyez, lorsque vous écoutez Macky Sall des années 2011-2012, au moment où il prenait le pouvoir, vous aviez le sentiment que c'était un visionnaire. Et je crois qu'il était de bonne foi à l'époque. Mais vous savez, le problème que nous avons avec nos dirigeants, c'est que une fois qu'ils
accède justement dans le fauteuil présidentiel, vous savez, le pouvoir a ceci de captivant, de tentant, que vous êtes entouré par des gens qui vous affublent de dithyrambe, d'éloges, de hurrahs, et vous donnent le sentiment que vous êtes un homme providentiel et que sans vous, le pays basculerait. C'est vous qui devez avoir la lumière nécessaire pour sauver le pays de l'ornière. Lorsque vous entendez tous les jours ces genres d'hurrahs, de louanges, si vous n'avez pas un mécanisme psychologique et mental qui vous permet de défaire cela, de repousser ces genres d'éloges, vous finissez par vous forger un nouvel état d'esprit qui vous donne la conviction que sans vous, le pays lui-même n'existerait pas. Or, l'histoire montre clairement qu'il n'y a jamais eu disparition d'un homme d'État qui entraînerait celle d'un pays entier. Ce qui veut dire quoi? Tout simplement que Macky Sall, aujourd'hui, est convaincu que sans lui, le Sénégal ne pourra même pas être un État, ne pourra pas être une nation, ne pourra pas continuer de vivre heureux. Malheureusement, ayant basculé de ce point de vue-là, vivant donc dans le confort matériel, et s'adoubant, s'accommodant à la gloire du pouvoir, il a fini par être réfractaire à la pensée critique. Il a fini par se considérer comme un super-homme qui ne doit donc pas être critiqué, dont les actions ne doivent même pas être remises en cause. C'est ça le piège dans lequel la plupart de nos dirigeants tombent, et malheureusement, et lorsqu'ils tombent dans ce piège-là, ils ne sont plus raisonnables. Ils sont animés par une certaine phobie intérieure, une instabilité émotionnelle qui les pousse à surfer à la surface. C'est-à-dire leurs réactions sont des réactions superficielles, instinctives, primaire, où vous allez voir l'esprit de vengeance, la culture de la haine, des situations qui amènent donc le dirigeant à utiliser la force brute afin de mériter de rester constamment dans ce fauteuil-là qui en réalité ne lui appartient pas. Le pouvoir appartient au peuple. Et une fois qu'on s'est entendu sur un mécanisme de fonctionnement de la nation, le dirigeant qui est élu est missionné pour réguler la vie de la nation, pour aider à consolider les règles du vivre ensemble, à faire en sorte que la société puisse évoluer sur le plan des valeurs, sur le plan de la démocratie, de la culture, en tout cas tout ce qui permet à la population de se sentir en confiance et d'évoluer de façon progressive. Malheureusement, au lieu d'être un modèle inspirant, au lieu d'être un leader qui éclaire le peuple, qui travaille pour garantir les valeurs du vivre ensemble, c'est lui qui déstructure cela, simplement parce qu'il est animé par une certaine cupidité et une avidité du pouvoir, parce qu'il a commencé à serrer la main à ceux-là que nous appelons les grands du monde, les grandes puissances, etc. Et donc, il pense que sans lui, le Sénégal n'aura pas d'avenir. Et ça, c'est très dramatique. C'est très dommage. Et le problème est récurrent en Afrique, mais comment arriver à un changement de mentalité? C'est un exercice qui devra être propre aux leaders. Quand on parle de leader, c'est celui qui est conscient de sa mission. C'est celui qui ne s'oublie pas dans les flatteries de ses collaborateurs, dans les petits mots de ceux qui l'entourent, simplement parce que ceux-là, ils ont un intérêt avec lui, et donc quand ils arrivent chaque fois, ils ne font que l'encenser. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas des êtres parfaits. Ils oublient qu'ils sont des êtres humains dont l'éphémérité et la finitude sont une certitude évidente. Vous voyez? Donc, pour sortir de ça, il faut recourir à l'exemple des leaders. Voyez-vous, lorsqu'on parle du Sénégal aujourd'hui, les noms qui reviennent le plus régulièrement dans l'intelligentsia africaine, dans l'élite intellectuelle africaine, c'est des gens comme Cheikh Anta Diop, comme Senghor. Mais pourquoi? Cheikh Anta Diop n'était pas un homme politique, il n'était pas un homme d'État, il n'était pas président de la République. Mais il a laissé des œuvres. Il a travaillé, il a fait un travail de l'esprit qui a impacté la vie du peuple sénégalais. J'allais dire la vie du peuple africain dans son ensemble. Et donc, quand bien même il est mort jeune, il est rentré dans l'histoire. Parce que son œuvre le rend purement éternel. La deuxième personne qu'on peut citer aujourd'hui, c'est, comment l'appelle-t-on, le président Senghor. Mais on appelle Senghor pas parce qu'il a été président, parce qu'il a été porteur d'une idéologie, qu'il a mis toute son énergie dans une idéologie, dans un combat qui concerne
la vie commune des Africains à travers justement cette lutte de négritude. On connaît beaucoup plus Senghor en tant que poète littéraire, ayant travaillé pour la cause du noir, qu'en tant que président. Au-delà de ça, quand vous regardez un peu le contexte de l'Afrique, quand on parle de quelqu'un comme Mandela, on ne parle pas de Mandela parce qu'il a été président d'Afrique du Sud. Je suis désolé. On parle de Mandela parce qu'il a été un leader charismatique qui a défendu la cause des Noirs dans un système d'apartheid qui cultivait la ségrégation, etc., etc. Tout ceci pour dire quoi? Que les grandes âmes trempés véritablement ne s'accrochent pas au matériel, ne s'accrochent pas à la gloire, ne s'accrochent pas aux apparats du pouvoir, mais ils utilisent les instruments du pouvoir pour impacter leur moment, leur passage sur terre, simplement par leurs idées, par leurs initiatives, par l'impact qu'ils laissent dans la vie de leurs concitoyens. Voilà ce qu'on attend justement de nos dirigeants, plutôt que lorsqu'ils sont là dans le pouvoir, ils s'oublient tellement dans la chair qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont un devoir d'élévation d'esprit pour pouvoir justement se montrer au-delà de tout ce qui est servi autour du pouvoir, juste pour conforter en réalité le service que le dirigeant est censé rendre à sa population. C'est tellement dramatique et dommage parce que quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous ne devenez plus raisonnable. Vous atrophiez l'ensemble de vos facultés pour ne jurer que par le fauteuil. Or, le fauteuil, en fait, n'est qu'une opportunité qui est donnée à celui qui y est de servir la cause commune, d'élever la vie des autres et de faire en sorte que ces œuvres puissent résister au temps et à l'espace. Et donc, si nos dirigeants comprennent cela, s'ils revisitent un peu les faits de l'histoire, ils comprendront qu'ils n'ont rien à foutre avec le fauteuil en tant qu'instrument de jouissance, mais ils ont ce devoir d'utiliser le pouvoir pour pouvoir impacter leur temps et rentrer donc dans l'éternité. A-t-on alors du mal en Afrique à transmettre les bonnes valeurs? Nous, aujourd'hui, ou sinon la jeunesse à venir, s'inspire aujourd'hui des leaders qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais si les choses se passent tant mal, quel héritage laisser alors à la jeunesse africaine? Je suis très fasciné par ce mot « transmettre ». Vous savez, la vie n'est rien d'autre que la transmission. Et la vocation du dirigeant, en effet, est d'abord de porter en lui-même les valeurs identitaires, la civilisation, les règles du vivre ensemble qui caractérisent sa société. Il est censé les maîtriser, les incarner et en devenir le garant une fois qu'il est dans le fauteuil présidentiel. Et quand il devient le garant et il veille au meilleur devenir de sa nation, à la cohésion sociale, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une certaine transmission justement des valeurs qui permettent l'évolution d'une société. Mais quand le dirigeant à qui on confie la destinée des millions de personnes s'oublie dans les attributs du pouvoir. Pourquoi mettons autant de symboles autour du pouvoir? C'est parce que la parole du président doit être sacrée. C'est parce que ses actions, puisqu'elles impactent l'ensemble de la population, doivent être des actions illuminées, inspirées, suffisamment fertiles, qui éduquent, élèvent et orientent, en tout cas mettent en confiance l'ensemble de la population. Et donc, il doit pouvoir être un modèle. Et vous pouvez le constater dans nos communautés. Un chef, le chef, c'est celui-là à qui on attribue tout et qui incarne tout ce qui permet à l'ensemble de la population d'être heureuse. Alors, si nos dirigeants en viennent à dégrader cela, à endommager tout ce qui permet à une société de vivre ensemble, vous comprenez alors pourquoi on a du mal à se développer, à s'épanouir. Pourquoi nos dirigeants sont obligés de recourir à la violence, à la force brute, à utiliser les instruments du pouvoir pour briser, pour décimer, pour tuer la vie humaine, alors que leur mission, c'est de protéger cette vie-là, c'est de l'épanouir, c'est de trouver les moyens intelligents et inspirants qui permettent à chaque citoyen de se sentir à l'aise dans son écosystème, dans son biotope de citoyen. Je crois que franchement, il y a du travail à faire et il est temps, je suis heureux que des intellectuels commencent à écrire, à sortir, à expliquer. Parce que lorsque vous avez un esprit qui est noyauté par le pouvoir,
vous n'avez plus la lucidité, vous n'avez plus l'inspiration, vous n'avez plus la sérénité nécessaire pour avoir votre tête sur vos épaules et poser des actes qui profitent à l'ensemble de la communauté. Et pour revenir à l'affaire Sonko, depuis le début du premier procès, M. Sonko a toujours crié complot politique, mais est-ce que cette dernière condamnation à 2 ans de prison ferme a convaincu le peuple sénégalais que l'objectif était vraiment de l'éliminer dans la course à la présidentielle? Mais cela n'a pas convaincu que le peuple sénégalais. Cela a convaincu toute la communauté internationale. Tous ceux qui suivent le dossier sénégalais savent que Macky Sall n'est pas dans un champ de résonance raisonnable. On sait qu'il est animé par une certaine peur du lendemain. Or, en réalité, c'est lui qui, en tant que dirigeant, qui doit donner l'exemple de la confiance en soi pour pouvoir rassurer l'ensemble de la population et préserver les acquis démocratiques de ce peuple-là. Comment vous pouvez comprendre qu'un dirigeant de cette trempe-là puisse tomber dans l'immoralité, dans l'indécence, dans l'incohérence, dans l'inconsistance en posant des actes aussi incongrus et maladroits? On poursuit quelqu'un pendant 2 ans sur un chef d'accusation qui est lié au viol et aux menaces de mort. On a mobilisé tous les moyens de l'État en vue de l'abattre politiquement, en tout cas à travers les instruments juridiques. Au bout du compte, même en son absence, devant la justice, au bottes même du président en question, on le disculpe de cette charge de viol et de menaces de mort. Et puis, contre toute attente, on invente un chef d'accusation qui serait la corruption de la jeunesse. Voyez-vous, en matière judiciaire, le juge ne se prononce que sur des faits dont il est saisi. Et les faits de viol et de menaces de mort ont fait l'objet d'abord d'une enquête préliminaire, d'une instruction, d'un plaidoyer et puis donc d'un jugement. Comment donc un juge formé comme tel, professionnel du droit, peut-il se trouver dans cette situation où il invente ce chef d'accusation qui n'a pas fait l'objet d'enquête, qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire, qui n'a pas fait l'objet d'un jugement, et pour le coller à Ousmane Sonko? C'est ce qui donne la preuve évidente qu'en réalité, le problème de Macky Sall C'est inventé ou c'est une disposition du code pénal? Non, c'est une invention, tout simplement parce que la procédure, les chefs d'accusation qui étaient retenus contre Ousmane Sonko, parmi ces chefs-là, n'existait pas cette question de corruption de la jeunesse. Et puis, c'est un sujet bateau. C'est une accusation qui n'a aucun sens parce que il faut des éléments matériels pour soutenir cette accusation-là. En quoi Sonko a-t-il corrompu la jeunesse, étant entendu qu'il est un leader politique dont la mission est de vendre sa vision à lui, de montrer ses convictions et de mobiliser la masse autour justement de ses aspirations politiques devant l'amener justement à accéder au pouvoir. Donc c'est une absurdité qui montre que les politiques, en tout cas ceux qui exercent le pouvoir sénégalais, ont atrophié et même inhibé leurs facultés au point de ne plus être raisonnables. Or, ce qui caractérise l'être humain, ce sont ses facultés de bon sens et de raison. C'est ça qui nous différencie des autres espèces. Comment donc aller jusqu'à étouffer cela au point même d'amener même le peuple à ne plus, c'est-à-dire de forcer le peuple à ne plus exprimer son humanité à travers ses idées, à travers ses initiatives, à travers justement sa pensée critique. C'est quand même ridicule et tellement grave quand même pour une société. Quand on Sénégal dit, je cite, des crises que le Sénégal a connues depuis son indépendance, celle-ci est la plus simple à résoudre. Il suffit qu'un homme dise « je renonce à briguer un 3e mandat » qui déshonorerait ma parole d'homme, mon pays et sa constitution. Vous pensez qu'il a raison? Une simple déclaration du président Macky Sall aujourd'hui peut permettre de calmer les tensions? Voyez-vous, on n'aurait jamais prêté cette intention de vouloir s'éterniser au pouvoir à Macky Sall s'il n'avait pas justement multiplié ces genres d'actions qui consistaient à bâillonner ou à neutraliser, à abattre politiquement ses adversaires. Vous avez vu Khalifa Sall, vous avez vu Karim Ouad, et puis aujourd'hui Ousmane Sonko, c'est-à-dire des gens
qui sont suffisamment représentatifs, dont la parole porte au sein de la masse et qui drainent justement une masse critique des citoyens sénégalais. Donc, à partir de cet instant-là et à partir de ce mutisme qui s'est permis donc d'entretenir sur cette question de sa participation à l'élection prochaine pour briguer donc un troisième mandat, on comprend les méthodes. En fait, il n'est pas le seul, il n'est pas le premier à initier ces genres de situations où il crée un chaos, une forme d'impasse pour surprendre en fait l'ensemble de la population à un moment donné. Voilà pourquoi il est question pour lui de pouvoir se prononcer clairement. Parce qu'en réalité, là, tout le monde sait que la Constitution l'empêche littéralement de vouloir briguer un troisième mandat. Le prétexte malhabile, maladroit et non inspiré sur lequel il s'appuie, c'est qu'il y a eu une nouvelle Constitution quand il est venu en 2016, et donc qui remettrait les pendules à zéro. Mais c'est une curiosité. Dans tous les cas, lui, il a eu à déclarer beaucoup de fois qu'il n'y a personne qui ferait 3 mandats au Sénégal et qu'il se battrait. Il a même demandé au peuple de descendre dans la rue si jamais Abdoulaye Wade venait à forcer les choses, etc. Et comment expliquer alors qu'à son tour... Mais oui, c'est parce qu'il est tombé dans le piège de la gloire. Vous voyez, lorsque le président de la République est dans les tenues d'apparat, il ne marche que sur le tapis rouge, qu'il n'est même pas capable de faire fabriquer dans son pays. Et il est dans les avions, il salue tout le monde, les grandes personnes du monde. Ça le flatte, il y prend goût. Il oublie qu'en fait, c'est une opportunité qui lui est donnée de marquer son passage et à travers les œuvres qu'il va réaliser, à travers les idées éclairantes, illuminantes qu'il doit pouvoir laisser au sein de la masse sociale. Il oublie cela et s'accroche donc à tous ses attributs parce qu'il y a des flatteurs qui sont autour de lui. Il gonfle donc son ego à tel point qu'il n'entend plus raison. Il est sûr d'être un missionnaire de Dieu, un lieutenant direct de Dieu que personne sur cette terre en tant qu'être humain ne pourrait critiquer. Voilà. Le dialogue politique voulu par le président Sall va-t-il permettre de sortir le pays de la crise alors même que le PASTEF de Ousmane Sonko ni la coalition Yewwi Askan Wi ne participe aux discussions? Vous savez, j'avais déjà fait une émission ici sur ces questions de dialogue politique. La plus grande farce trouvée par nos dirigeants qui ne sont pas justement adoubés par leur peuple, c'est de se réfugier derrière ces questions de dialogue politique, juste pour distraire l'opinion, pour gagner du temps et pour trouver les moyens justement de partager le pouvoir, enfin de faire semblant de partager le pouvoir comme un gâteau. Vous voyez? Imaginez, regardez tout simplement le timing dans lequel le président Macky Sall ouvre le dialogue politique. C'est parce qu'il sait que la condamnation de Ousmane Sonko est donc en cours de téléchargement et que cela créerait des émeutes, en tout cas une situation chaotique, ingouvernable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adouber une partie donc de l'opposition, en tout cas des leaders, acteurs politiques, et leur faire miroiter une possibilité de discussion où les gens, leurs idées pourraient être prises en compte justement par le pouvoir politique. C'est du simulacre, ça c'est du théâtre, c'est un subterfuge que trouvent nos dirigeants politiques pour pouvoir justement nous détourner en fait des objectifs essentiels. De ce dialogue ne sortira absolument rien, tout simplement parce que le nœud du problème, c'est la personne de Macky Sall. C'est sa gloutonnerie, c'est sa cupidité, c'est son imagination d'être un super-homme qui donc est un vrai problème. Il va falloir qu'il Comment mettre alors fin à la crise? La CEDEAO, l'ONU ou encore le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ont fermement condamné la situation au Sénégal. Est-ce qu'il y aurait une médiation internationale qui se prépare? Écoutez, ça fait plus de 2 ans, sinon même plus, que Macky Sall s'est inscrit littéralement dans cette dynamique d'abattage systématique des leaders politiques. Ça fait plus de 2 ans, rappelez-vous en mars 2021, quand Ousmane Sonko avait été justement arrêté. Vous avez vu les émeutes? Le pouvoir de Macky Sall a failli tomber à l'époque. Est-ce que vous avez vu la CEDEAO, l'Union africaine ou toute autre institution intervenir pour prévenir la crise politique au Sénégal? Non. Aujourd'hui, tout le monde a suivi tous les scénarios qui ont été concoctés par le régime de Macky Sall. Et on savait très bien
qu'à ce niveau-là, la situation serait ingérable. Mais la CEDEAO n'a jamais réagi. Il a fallu que, justement, la situation devienne très tendue, où, en ce moment-là, la CEDEAO sort un communiqué. Vous Quel estimez communiqué? que cette institution devrait jouer de son influence un peu plus tôt? Non, mais bien sûr. En fait, la vocation de la CEDEAO, c'est quoi? C'est de travailler à la libre circulation des biens et des personnes, mais surtout aussi à l'épanouissement et à la culture de la démocratie dans tout le pays. Donc, lorsqu'il y a une situation où on voit des indices d'instabilité politique, c'est à ce moment que la CEDEAO doit pouvoir agir plutôt que de venir en médecin après la mort. Dans cette situation actuelle, et puis le communiqué qui sort disent quoi? Que Ahmed, ils condamnent les violences, ils appellent à la retenue. Alors, au lieu d'avoir un langage très clair à l'égard de leurs frères, Macky Sall, à qui on doit rappeler ses propres engagements, à qui on doit rappeler le principe du respect des prescrits de la Constitution. Vous voyez, on a atteint un tel niveau d'immoralité que face aux mœurs, à la civilisation, aux cultures, au bon sens, on essaye d'opposer une loi frulatée. C'est-à-dire que Macky Sall est arrivé à compromettre les règles des mœurs civilisationnelles sénégalaises pour tomber dans le mensonge, tomber dans l'incohérence totale parce qu'il veut abattre quelqu'un. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez, Ousmane Sonko, c'est un garçon qui est serein. Il est serein et il fait preuve d'un équilibre. Il fait preuve d'inspiration et parce que toutes les fois que ce monsieur prend la parole, on comprend que c'est un garçon qui est suffisamment intelligent, mais qui vit par la foi. Parce qu'il ne compte pas des milliards comme Macky Sall compte aujourd'hui, mais c'est lui qui ébranle pratiquement un État entier, simplement parce qu'il a une puissance intérieure par la conviction, par la vision qu'il porte pour son pays. Quand vous dites abattre, le mot un peu fort. Abattre politiquement, oui. Oui. En même temps, se pose la question, Ousmane Sonko, un homme fiscaliste, écrivain, comment est-il arrivé à se construire ce profil d'homme politique au point de devenir l'opposant numéro 1 de Macky Sall? Vous connaissez quand même cet adage qui dit qu'aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ok? Ousmane Sonko, ce n'est même pas un monsieur qui a fait des études extraordinaires, aller se bourrer l'esprit avec des concepts théoriques en Europe, etc. C'est un garçon purement local. D'accord? Mais il est porteur d'une conviction, d'une vision, d'une aspiration dans laquelle l'ensemble de la population sénégalaise se retrouve. À la corruption au sein de la société. Exactement. En fait, la corruption, c'est quoi? C'est un vice. C'est un vice qui empêche le développement d'un pays. C'est un vice qui permet donc à des lâches, à des infertiles de prendre le devant sur les bonnes mœurs, sur les valeurs, sur les règles qui permettent le vivre ensemble. Lorsqu'on tu procèdes par la corruption ou le détournement du bien commun, c'est qu'en réalité, tu n'as pas foi en tes capacités à produire la richesse par toi-même. Et donc, dans cette circonstance-là, tu brimes les règles du vivre ensemble. Et donc, à partir de l'instant où c'est un argent mal acquis, mais tu l'exhibes et tu nargues justement ceux dont le labeur a permis de créer cette richesse que tu te permets de détourner. Il a tout dit simplement. Donc, tout le monde rendrait compte si... oui, mais bien sûr, et il a raison. Pourquoi tout le monde doit rendre compte? Parce que le dirigeant ne dirige ou ne gère que le bien commun. Il ne gère pas son bien. Le président de la République ne génère pas de la richesse. Celui qui génère la richesse, c'est le peuple. Et il est appelé à gérer cet argent-là, à le placer, à faire en sorte, à réguler la vie de la société à partir des moyens que la société ou la population, les citoyens mettent à sa disposition. Malheureusement, nos dirigeants, en tout cas beaucoup d'entre eux, utilisent ces biens à des fins personnelles, comme si c'était leur bien à eux. Et donc ils les utilisent. Mais l'armée, la police, la gendarmerie sont payés par le contribuable sénégalais. Et c'est cette police, cette gendarmerie et même l'armée, y compris même les nervis, la milice, c'est ce que le président Macky Sall utilise aujourd'hui. Contre qui? Contre la population qui lui a attribué le pouvoir. Contre la population qui crée la richesse dont il profite pour justement venir étouffer et assumer ses velléités purement personnelles. Je crois que c'est un scandale et il va falloir que les intellectuels commencent à hausser le ton, à tenir un langage plus élevé, plus fort,
pour vraiment éveiller les consciences et empêcher que, en ce 21e siècle, ces genres de comportements continuent à avoir cours en Afrique. L'opposant est condamné à 2 ans de prison ferme. Ses avocats n'ont pas déclaré s'il fera appel ou pas de sa condamnation. Mais Non, la question qui se pose, les manifestants, leur inquiétude, est-ce que Ousmane Sonko sera arrêté ou non? Eh bien, que Macky Sall revienne à la raison. J'ai appris que hier nuit, il a rendu visite à des leaders religieux d'une confrérie la plus influente du Sénégal. Et c'est ce chef religieux qui avait fait arrêter les émeutes en mars 2021 lorsque Ousmane Sonko avait été interpellé. Et puis, ironie du sort, le président arrive là-bas, il en ressort sous les huées des fidèles, du leader religieux en question, où on scandait nuitamment le nom de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui est toujours assigné à résidence. Il faut, de fait, assigné à résidence de fait, c'est-à-dire sans aucune décision de justice, sans qu'il y ait une décision administrative, sur un coup de tête, eh bien, les dirigeants sénégalais décident d'embrigader, non pas seulement la vie de Ousmane Sonko, mais tout un quartier. Simplement parce qu'on le redoute, de par sa fertilité d'esprit, de par ses initiatives lumineuses, de par ses actions, on le redoute. Un jeune garçon de 48 ans qui fait trembler un pouvoir entier. Vous voyez? Donc, c'est pour dire simplement que si Macky Sall a envie de revenir à la raison, on peut considérer que s'il a rendu visite à un leader religieux comme celui-ci, qui a une influence notable dans l'opinion sénégalaise, c'est peut-être parce qu'il cherche des voies de sortie honorables. C'est tout le salut qu'on peut lui souhaiter. Autrement, s'il persiste dans son désir ignoble d'arrêter Ousmane Sonko, il risque de vivre une situation irréversible au Sénégal. Le Sénégal, dans son histoire, n'a jamais fait appel à une médiation internationale. Peut-être sur le plan national, c'est là qu'il faut trouver des solutions. Si le dialogue connaît déjà des échecs. Mais attendez, quand même, on est en face des intellectuels, des leaders politiques, des gens d'une certaine maturité. Il suffit d'un sursaut national, d'un effort d'élévation d'âme et de soi, pour comprendre que plutôt que de viser les intérêts personnels, il faut viser l'intérêt supérieur de la nation, le bien commun. À partir de cet instant-là, tout le monde devient raisonnable. Et quand tout le monde est raisonnable, on n'a pas besoin d'une médiation extérieure. Parce que le bon sens n'a pas besoin de lumière pour se prévaloir. La raison n'a pas besoin d'être éclairée. Elle éclaire par elle-même. Donc, nos dirigeants sénégalais, tous les acteurs politiques se doivent de se montrer tout simplement raisonnables et comprendre qu'ils ont hérité d'un pays suffisamment construit, en tout cas sur le plan des valeurs, sur le plan des règles de la cohésion nationale. Il ne leur revient pas cette responsabilité de déstructurer cela, de défaire tout ce taquis-là, parce qu'ils ont des ambitions personnelles. Tout simplement parce que, vous voyez, Macky Sall, il est devenu incontrôlable parce qu'on a découvert le gaz et le pétrole au Sénégal. Et puis, donc, à partir de 2024, le Sénégal rentre dans ce cercle fermé des producteurs du pétrole et du gaz, et donc il y aura de l'argent en masse. Cela convoque encore le regard que nos dirigeants ont sur l'argent. L'argent matériel à partir duquel ils peuvent se permettre tout. Or, l'argent est une création quand même de l'être humain. Donc ça veut dire que la première richesse qu'il faut préserver, c'est l'être humain lui-même. L'être humain, c'est lui qui anime la dynamique de la vie dans son ensemble. Comment il se fait que le dirigeant, dont la mission est justement de veiller à la vie, à la protection et à l'épanouissement des citoyens, en vient à les tuer par dizaines, simplement parce qu'ils visent le matériel. Vous voyez que c'est un travestissement et un renversement même des valeurs qui caractérisent l'humanité. Luc Abaki, vous êtes journaliste, analyste politique. Pour vous, quelles leçons tirer de l'affaire Ousmane Sonko pour les hommes politiques d'Afrique? La leçon, c'est que ce n'est pas tout le monde qu'on abat politiquement et n'importe comment. Macky Sall a réussi avec Karim Wade. On peut dire que c'était une vengeance, puisque du temps de Abdoulaye Wade, c'était à cause de Karim Wade que lui, Macky Sall, a eu des problèmes. Après, le maire de Dakar a subi le même sort. Comme il avait commencé à réussir tout cela, il s'est dit que la stratégie doit marcher. Il instrumentalise de façon systématique une justice. Pourtant,
la justice, la mission de la justice, c'est de réguler la vie sociale et de permettre le vivre ensemble, le règne de l'équité entre les citoyens. Malheureusement, celui qui doit en être le garant, c'est celui qui utilise cette justice contre les citoyens susceptibles de lui formuler une critique ou du moins de renverser son pouvoir. C'est quand même dommage parce que vous savez, pourquoi c'est dramatique? Dans la procédure judiciaire contre Ousmane Sonko, le capitaine Touré, qui était chargé de l'enquête préliminaire, a été intègre et il a fait part d'un rapport. Il a pondu un rapport qui est clair et qui montre qu'en fait, il n'y a aucun élément à charge contre Ousmane Sonko. Son sort a été quoi? Il a été radié. Le médecin qui a analysé les histoires de la fille en question a été très clair pour montrer qu'il n'y a même pas eu des traces de viol. Lui aussi a subi un sort malheureux. Et donc, ce sont les juges qui ont décidé de composer avec les ambitions funestes et immorales de Macky Sall au point d'en arriver à ce ridicule de condamnation qui ne peut pas prospérer, à vrai dire, au Sénégal. Le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, devrait-il bénéficier d'un acquittement? En tout cas, il faut une solution politique parce que cette condamnation ne compte pas du tout pour ni le PASTEF ni pour, en tout cas, l'opinion sénégalaise. Et on ne peut pas concevoir la possibilité d'avoir une élection présidentielle au Sénégal en marge d'une candidature de quelqu'un comme Ousmane Sonko, qui est dans son champ de résonance, dont le nom, l'aura, la pertinence accroche non pas seulement les Sénégalais, mais l'ensemble de l'opinion internationale. Au fait, pourquoi nous sommes autant portés par cette question? C'est tout simplement parce que nous aspirons à avoir des leaders qui assouvissent le rêve de la jeunesse africaine aujourd'hui. On a besoin de sortir quand même de cet establishment traditionnel qui confine les esprits des jeunes, qui confine les esprits des citoyens africains et qui n'arrivent pas à s'épanouir. Ousmane Sonko a été condamné par la justice et nul n'est au-dessus de la loi. Non, ce n'est pas une justice, justement. Je crois que la démonstration que j'ai faite est suffisante. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas opposer la justice à des mœurs, à des valeurs identitaires d'une société, à la civilisation même d'une société. Là, ce n'est pas une justice, justement. Vous voyez, la justice ne peut avoir de son aura que si elle reste intègre. Avant que le juge ne soit en mesure d'avoir des éléments clairs qui lui permettent d'apprécier un dossier, il doit partir des conclusions de l'enquête préliminaire. Il doit partir de tout le contradictoire que les deux parties ont eu à apporter et donc des éléments qui lavent justement, en tout cas qui le situent précisément. Si les juges n'ont pas pu condamner Ousmane Sonko pour viol ou pour menace de mort, alors que c'était ça les charges, et ont été obligés d'inventer une autre charge contre lui en vue de le neutraliser politiquement, ça veut dire qu'ils ont tout simplement exécuté une commande politique de Macky Sall. Merci beaucoup, Lucas Baki, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci. C'est un plaisir, en tout cas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause pour une nouvelle édition du journal sur Néo Info 1.